Ready, set, hot, bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 18e semaine et dernière semaine de saison régulière de cette saison NFL. Voilà. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder des sujets passionnants de la NFL. Ce soir, on fera un peu le bilan des conférences. Scooby nous fera un quiz et on parlera de matchs. Les Vikings aux Lions, les Panthers aux Falcons, les Dolphins aux Jets, les Bengals aux Steelers. On salue FMB qui est dans l'avion. On croise les doigts. On espère que c'est pas un Boeing. Tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Et j'en profite pour saluer Pierre et Maxime qui nous rejoindront peut-être dans les semaines à venir pour venir jouer un petit peu avec nous. Pierre et Maxime, c'est ceux qui sont leaders sur le site au classement et qui nous défoncent tous, les experts, entre guillemets. Tout ça. Bref, puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, nous faire un petit coucou en commentaire. Sans plus attendre nos experts, il est en direct du parloir de la santé. Scooby, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est bon, t'as une heure, c'est bon, c'est tranquille. Ah là, on verra ce que ça donne dans une heure. Hein. C'est imprévisible un peu. Hein. Alors, il paraît qu'avec Darmanin à l'intérieur, à la justice, tu pourras avoir une chambre individuelle bientôt. Ouais, non, là, c'est Darmanin. C'est un sujet sensible, Pas d'emmerde, tout le monde écoute. Son livre a été offert à travers le monde la semaine passée pour les fêtes de Noël. L'auteur de l'American Sport, c'est Olivier Rival. Bonsoir. Salut Rico, bonne année Rico. Alors Olivier, quand tu dis que tu n'as jamais le temps de préparer un quiz, tu sais que tout ce que tu as à faire, c'est prendre ton bouquin et prendre des pages aléatoires et poser des questions sur le contenu. Hein. Ouais, mais il y a un bouquin rempli d'informations, je veux dire. Hein. Ouais, mais même pas son livre, je sais pas. Hein? De quoi? Parce qu'elles sont toutes vraies les informations du bouquin, mais. Ouais, c'est pas grave. Si c'est écrit dans un bouquin, c'est que ça doit être vrai. Il est en direct d'un Ikea en Belgique. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rico, bonsoir à tous. J'adore ces meubles à chaque fois. Voilà, c'est le dernier fan français des Falcons, mais surtout notre animateur sur M6 Play. Bonsoir Greg, ça va? Bonsoir Rico, bonsoir à tous. Meilleurs vœux bien entendu. Et non, je ne suis pas le seul fan des Falcons, je m'inscris en faux. Voilà. On a vécu une saison assez particulière. Je regardais les Power Rankings ce matin et je me dis, attends, les Lions sont premiers, les Patriots sont proches de dernier. Si on m'avait dit ça, si on m'avait dit ça il y a 20 ans, non, même il y a 6-7 ans, ça aurait paru irréel quand même. Hein. Ah, ouais. Mais voilà, mais on y est, on est là. On est là maintenant. Alors Rico, c'est le principe de la NFL communiste. Vous m'entendez? Donc voilà, on ouvre avec un petit bilan de cette saison en AFC pour vous. Qu'est-ce qu'il faut retenir côté AFC de la saison cette année? Il y a eu des grandes joies, des grandes déceptions, des surprises. Des rires, des larmes. Beaucoup de larmes. Ouais. Des équipes au nord, des équipes à l'est, des équipes au sud. Des équipes qui ont gagné, d'autres qui ont perdu. Le clown de la vie dans la conférence américaine, c'était incroyable, vraiment. L'effet papillon. Je vais... Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait déjà un point que j'ai remarqué qui est quand même assez notable et pas aussi important je trouve en NFC que ça l'est en AFC, c'est quand même la différence d'écart, la différence de niveau. On a quand même un paquet de cancres cette année dans la conférence américaine qui vont beaucoup, oui, il paraît qu'il y a les Jets dedans, ouais. Qui vont beaucoup se disputer le top 8 de la prochaine draft. Hein. C'est extrêmement acharné encore à l'heure actuelle entre New England, Tennessee, Cleveland, on ne sait plus donner de la peste. La FC Sud notamment qui était d'un incroyable niveau. Après, bon, pour faire court, il y a ça que j'ai remarqué, puis pour insister peut-être un peu plus sur les déceptions, peut-être les Bengals qui m'ont pas mal déçu de nouveau et je trouve une certaine fragilité en termes de contenu, notamment défensif, puisqu'on voit que ça ne s'améliore pas saison après saison malheureusement, notamment sur le run-stop. Et puis même j'ai l'impression une mini fracture un petit peu symbolisée par de nombreuses déclarations, forcément celle de Ja'Marr Chase, mais beaucoup de choses qui laissent quand même sous-entendre
Je trouve, alors un avenir trouble, c'est peut-être un peu sévère, mais en tout cas, beaucoup d'interrogations autour de la situation de Zach Taylor, même si les Bengals, à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier, restent toujours en course pour les playoffs. Mais on se dit qu'il y a quand même un gros gâchis vu la grosse saison de Joe Burrow et le fait qu'ils aient par exemple réussi à battre de manière convaincante malgré tout les Broncos il n'y a pas si longtemps que ça. Scooby? Non, je suis assez d'accord sur le niveau général de l'AFC. Je dirais un peu plus loin. C'est vrai que c'est pas la. On aime bien la NFL aussi pour, je dirais, pour les au-delà des matchs, mais aussi des enjeux. Et c'est vrai que c'est pas une conférence qui attire beaucoup l'œil, où il se passe beaucoup de choses. Heureusement que les Bengals ont réussi à gagner contre les Broncos. Du coup, ça donne un petit peu d'intérêt à cette fin de saison, à se dire qui va se qualifier. C'est vrai que l'AFC Sud. Les Texans, ils ont gagné sans vraiment la conférence, la division sans vraiment convaincre, parce que les Colts, ils s'effondraient. Les Jaguars et les Titans, c'était presque perdu d'avance. La FCS, qu'on voyait un peu plus compétitif, les Dolphins ont eu du mal à démarrer, mais là, ils ont une chance qualifiée. Les Jets et les Patriots, sans commentaire. Et les Bills sont peut-être la seule, on va dire, équipe qui vraiment donne de l'intérêt. FC West et les Chiefs sont, parce que Yellow parlait ou Greg, comme pour les intimes, parlait de la déception de l'année, c'était un peu les Bengals, moi c'est les Chiefs, parce que bon, malgré leur fiche extraordinaire de 15-1, ils sont pas convaincants. Mahomes fait peut-être la pire saison de sa carrière. Donc du coup, c'était assez compliqué. La FC Nord, c'était pas mal quand même, malgré tout. Mais c'est vrai que c'est pas là où ça se passe, quoi. La NFC, c'est beaucoup plus excitant, beaucoup plus intéressant, alors que l'AFC, c'est vrai que c'était globalement pas la conférence où il se passait le plus de choses. Je rappelle qu'on a déjà eu des champions moches. Broncos 2015, ça peut être les Chiefs 2024, si j'extrapole un peu. C'est vrai. Même la défense. Hein. Sans vouloir faire un jeu à Mahomes, parce qu'on n'était pas dans les telles proportions. Manning, c'était quand même bien merdique en 2015. C'était la fin de la fin, effectivement. Oui, désolé Pat, je veux pas être vulgaire. Mais après, c'est la première année où Mahomes n'est pas sélectionné au Pro Bowl. On parlait de oui, c'est vrai qu'il y a une sélection Pro Bowl, oui, pardon. Une sélection Pro Bowl. Il y a un Pro Bowl aussi. Le Pro quoi? Putain, il pourra pas jouer à la balle aux prisonniers, c'est terrible. Pas de balle aux prisonniers de concours de danse pour Patrick cette année. Mais ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, parce que la FC est globalement très décevante. La belle surprise pour moi, c'est peut-être effectivement, comme ça a été dit, les Bills qui étaient moins attendus. Bon, ils restent emmenés par un des meilleurs quarterbacks de la ligue, mais malgré tout, on s'était dit que les différentes fuites dans le noyau allaient poser problème. Et au final, c'est peut-être eux la belle surprise, parce qu'ils proposent sans doute le plus beau jeu de cette conférence. On a les Bengals qui ont mis du temps à démarrer, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ont une défense bien trop poreuse que pour espérer quoi que ce soit. Et on a pas mal d'équipes. La belle petite surprise, c'est peut-être les Broncos, que j'attendais pas du tout à ce niveau-là. On en a parlé un petit peu. On a un Bonix qui a amené son équipe aux portes des playoffs, et à mon avis probablement en playoffs. Donc c'est quand même une belle surprise. Pour le reste, c'est vrai que le niveau est globalement beaucoup plus faible. On a des Chiefs qui sont pas du tout convaincants, on en a parlé. Pour moi, Baltimore est de nouveau une équipe qu'on attendra en play-off, et on verra ce que ça donne. On sait le difficile passé entre Lamar et ses matchs à élimination directe. Donc c'est vrai que du côté de l'AFC, c'est difficile de se mettre quelque chose de très excitant sous la dent. Avec ces 6 équipes en bas de classement qui luttent, c'est peut-être ça le plus gros suspense de cette fin de saison. C'est 6 équipes pour une place à la draft. C'est bien triste d'en arriver là. Olivier ? Écoute, je crois que tout a été un peu prédit. C'est vrai qu'il y a encore une ou deux saisons, on avait tendance à dire que l'AFC était plus dense, il y avait plus de choses intéressantes, parce que l'écart justement entre les grandes et les petites équipes était plutôt du côté de la NFC, où il y avait un petit noyau, puis derrière c'était vite moins bon. Là, ça s'est complètement inversé en une saison ou deux, parce que là on se retrouve avec un petit noyau de l'AFC qui en plus est relativement stable depuis 4-5 saisons, et par contre derrière on a l'impression que ça dégringole. La seule chose qui me donne, c'est pas qui me donne de l'espoir, parce que c'est pas une question d'avoir d'espoir ou pas, mais le côté l'équipe positive, le côté positif de cette année, on n'en a pas parlé, mais je trouve que les Chargers
Chargers ont peut-être quelque chose. On savait que Herbert avait le potentiel d'être un vrai bon QB dans la ligue. Il manquait toujours un petit quelque chose à San Diego. Le changement de coach a sans doute fait beaucoup de bien à cette équipe. Et franchement, ça peut être une équipe surprise des playoffs parce qu'ils sont un petit peu sous le radar. Mais ça peut être une équipe assez dangereuse parce qu'ils sont relativement complets et ils ont un quarterback qui commence à avoir l'expérience pour peut-être faire un drive qui permet d'emporter un match qui ne devrait pas gagner, etc. Méfiance par rapport à cette équipe des Chargers. Ouais, qui dispose en plus de la meilleure défense de la conférence. Je dirais une des meilleures. Faut juste rappeler... non, ça c'est un petit accru gratuit, mais il faut juste rappeler à Jesse Minter que sa défense ne joue plus contre Maryland. Oh. J'aime bien les tacles de Scooby. Ils sont d'une violence inouïe. Ah, c'est ça. Mais c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on apprend dans les douches de la santé. Hein. Voilà. Ouais, un peu too much. Les Bengals. Laisse-moi tout passer. Les Bengals aux Steelers. Je sais plus, c'était Olivier ou Rémi qui le prenait celui-là. C'était moi. Non, c'est un match forcément toujours intéressant parce que ces Bengals nous tiennent en haleine. Tout simplement parce qu'ils ont fait un très mauvais début de saison. Ils doivent tout gagner pour espérer se qualifier. Personnellement, sur cette rencontre, je pense qu'ils ont encore les moyens de l'emporter. Malheureusement, ils n'ont pas leur destin entre les mains. Et c'est là que ça pourrait caler. Mais sur cette rencontre, je continue de croire que les Bengals peuvent résister face à une équipe des Steelers qui est quand même dans le doute. On a un bilan qui vaut ce qu'il vaut. On a une place en play-off qui est certes assurée, mais on reste sur 3 défaites consécutives. Alors, c'était quand même contre des solides candidats au titre, mais malgré tout, c'était des défaites assez sèches. On n'a pas eu le moindre suspense la semaine dernière. Je crois que c'était la victoire la plus facile des Chiefs cette saison. Ça a été pas trop compliqué non plus pour les Eagles et pour les Ravens. Donc, j'ai tendance à croire qu'ils sont en train de retrouver entre guillemets leur vrai niveau. C'est une équipe qui gagnait beaucoup, un petit peu par défaut, je trouve, avec des big plays en défense qui ont certes fait du bien face à des adversaires peut-être aussi beaucoup plus accessibles. Et donc ici, j'imagine mal cette défense qui est, ma foi, très correcte des Steelers, compenser l'absence quasiment totale d'attaque à tes souhaits, Scooby. Donc voilà, je pense que les Bengals peuvent forcément scorer des points parce qu'on a un Joe Burrow qui est absolument inarrêtable cette saison. On en a parlé, on en parle quasiment toutes les semaines, mais il est sur des stats qui mériteraient effectivement MVP. Et on a une attaque des Steelers qui est un peu moribonde, qui ne s'arrange pas avec les semaines. On cherche toujours la solution de ce côté-là. On compte sur une défense qui commence un petit peu à fatiguer aussi, j'ai l'impression. Donc pour moi, c'est un match à la portée des Bengals qui se déplaceront quand même. Donc ça reste un déplacement périlleux. Les Steelers ont quand même quelque chose à jouer, à savoir leur position en play-off. Donc ils ne laisseront pas ce match à leurs ennemis. Et ça pourrait être un match intéressant, mais je vois vraiment les Bengals contrôler la rencontre, même s'ils aiment jouer à se faire peur comme ils l'ont fait la semaine dernière. Merci beaucoup, Greg. De rien, avec grand plaisir. Alors moi, il y a un truc qui m'embête avec ce match-là, c'est la programmation. Visiblement, cette dernière semaine... Alors généralement, tout le monde joue un petit peu en même temps. Moi, ça m'enquiquine un peu parce que les 2 matchs se jouent dans la nuit de samedi à dimanche, sauf que ce qui est un peu débile à mon sens, c'est que Baltimore joue avant Pittsburgh. Et alors, ils ne peuvent pas forcément savoir tout le scénario qui va se passer. Et c'est vrai que la défaite des Steelers a un petit peu reconditionné le passage de Baltimore en tête. Peut-être que le plan de base, c'était en effet d'avoir plus ou moins Pittsburgh devant et d'avoir l'affiche en prime time avec les Steelers qui avaient la pression. Mais le fait d'avoir décidé au dernier moment de la programmation et de quand même mettre Baltimore avant Pittsburgh, ça veut dire que de fait, si Baltimore s'impose, Pittsburgh n'a plus d'intérêt forcément à vraiment jouer le coup à fond et à gagner. Alors oui et non, pas pour le titre, voilà, c'est ça, pas pour le titre de division. À minima, ils peuvent au moins se battre pour la 5e place, donc il y a quand même un intérêt pour essayer de finir au moins devant les Chargers qu'ils ont battu en plus, je crois, cette saison. Pour résumer, ils joueraient pour aller à Houston plutôt qu'aller à Baltimore, ce qui est quand même, à mon avis, relativement intéressant à jouer.
Bah, vu ce qu'on a vu de Houston contre Baltimore il n'y a pas longtemps, tout n'est pas rassurant. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Rémi du côté des Steelers cette année, mais ouais, les Texans, on n'est clairement pas sur une bonne vague au mois de décembre. On aura l'occasion d'y revenir. On rappelle qu'il y a quand même eu 41 points concédés par les Bengals au match aller face à cette équipe des Steelers, notamment du fait de la défense. Et moi, c'est toujours ça qui me fait un peu peur avec cette équipe de Cincinnati par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement pour eux, la défense est un peu trop permissive et en plus l'attaque ou est extrêmement spectaculaire ou alors sur l'autre coup est percée au niveau de la ligne offensive et est susceptible de concéder une perte de balle un petit peu fatale. Donc moi, je me dis quand même, on l'a plus ou moins dit, on a affaire à une équipe qui est dans le doute du côté de Pittsburgh, 3 défaites de suite, en effet, pas face à des manchots, mais il y a eu quand même une petite humiliation à domicile il n'y a pas si longtemps que ça. Si je sais compter en plus, les Steelers ont quelques jours de récupération en plus, ce qui pour moi n'est pas négligeable. Cincinnati est en jeu une prolongation en plus quelques jours après Pittsburgh. Donc je pense qu'au sortir d'un match où on s'est fait autant marcher dessus face à ces Chiefs, je pense que Mike Tomlin va avoir à cœur de montrer un autre visage face à une équipe qui lui réussit pas trop mal quand même, mine de rien, depuis que les Bengals sont coachés par Zach Taylor. Donc j'irai quand même avec une victoire de Cincinnati. L'effort est louable pour les Bengals en fin de saison régulière, mais je suis même... Enfin, ça va être sévère ce que je vais dire, mais je sais même pas si forcément leur saison vaut un bilan positif à l'arrivée. Merci. Olivier, j'ai arrêté de dire merci. Olivier. Écoute, ils ont un peu tout résumé. C'est vrai que moi j'espère que pour le coup on aura un match aussi spectaculaire que le match aller, parce que 44-38 à Cincinnati c'était pas mal. En plus on n'a pas souvent l'occasion de voir Pittsburgh faire 500 yards d'offense, c'est pas franchement leur spécialité. Donc effectivement la faute sans doute à cette défense des Bengals qui amène beaucoup de frustration chez notamment le duo offensif qui fait des choses assez extraordinaire. Dans la dynamique et avec le fait que ils sont quand même déjà à 4 victoires de suite, en sachant qu'à chaque victoire ils jouaient la suite de leur saison, je donnerais les Bengals juste pour que ça mette aussi un petit peu plus d'intérêt derrière à nos amis Jets et Miami, et puis à nos amis Kansas City et Denver pour dimanche. Mais ça serait sympa que Cincinnati aille au moins jusqu'au bout de son essai de garder d'emporter la dernière place en playoff. Donc je joue Cincinnati, mais voilà, les arguments de Greg sont aussi bons, et il faut jamais sous-estimer Tomlin et les Steelers, même s'ils sont un petit peu dans le dur. Merci beaucoup, messieurs. On a parlé de l'AFC tout à l'heure. Là, c'est le moment de... Merci, Rico. Ça fait plaisir. Oh, Scooby. Je suis désolé, je croyais que tu es passé. Autant pour moi. Scooby, qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît? Merci. Non, je croyais que tu avais un temps de parole limité, moi, c'est pour ça. Non, ça va. Non. Plus sérieusement, sur le match en lui-même, c'est vrai que je n'avais pas pris en compte ce qu'avait dit Greg sur la programmation. C'est vrai que ça serait un peu dommage que Baltimore gagne, et il y a des chances que ce soit le cas en plus, parce que sinon ça va donner l'enjeu du match va être beaucoup moins grand. Mais c'est vrai que les Bengals, je trouve que la défense est quand même un tout petit peu meilleure ces derniers temps. Alors peut-être que c'est un peu masqué par le fait qu'ils ont joué les Broncos, qui sont quand même guidés par un jeune quarterback rookie, à savoir Bonix. Mais c'est vrai que je trouvais un petit peu meilleur. Mais c'est vrai que l'offense parfois a du mal à démarrer. Par exemple, contre les Broncos, justement, dans ce match-là, c'est vraiment qu'en deuxième mi-temps où tout le monde s'est un peu réveillé, notamment T. Higgins, qui est en train de justifier le fait d'augmenter sa cote en free agency. Le running game aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'offense, en fait, c'est le passing game qui est assez explosif, mais le running game pas très présent. On voit quand même la perte de Joe Mixon. Et de l'autre côté, offensivement, ils sont capables de scorer. De temps en temps, Russell Wilson nous sort des bons matchs, mais c'est un peu trop souvent dans le si. Maintenant, je sens les Bengals vraiment commit plus que les Steelers, surtout si les Ravens perdent. Gagnent, excusez-moi. Si les Ravens gagnent, effectivement, je sens moins les Steelers vouloir se battre pour une 5e, 6e, et plutôt s'assurer les playoffs de manière propre et d'être en forme, que de vraiment risquer pour une place de se blesser. C'est bon, Scooby? Merci. Bon, cool. Scooby, puisque c'est ça, le bilan NFC, s'il te plaît, Scooby, qu'est-ce que tu en penses?
Ah, c'était fun. Non, mais c'est vrai que la NFC, c'était vraiment un peu la partie la plus intéressante avec beaucoup d'équipes sympas à suivre. Je pense que Washington a surpris plus d'un. Pour la NFC Sud, Tampa Bay, désolé Greg, Tampa Bay, moi j'ai beaucoup aimé l'offense. La NFC Nord, j'en reviendrai, mais c'est infime. La NFC Nord cette année, c'était peut-être une des meilleures divisions que j'ai jamais vues en termes de résultats. Peut-être un peu la NFC West que souvent on voyait assez haut avec les Rams, les 49ers, qui cette année sont un peu en dedans. C'est un peu dommage. Moi je croyais que, mais visiblement je m'étais trompé, que le match de Seahawks contre Rams pouvait être pour la division, mais non, en fait les Seahawks sont éliminés et les Rams sont remportés du coup la division. Mais c'est vrai que les blessures du côté des 49ers n'ont pas aidé pour cette division. Mais voilà, sinon globalement la NFC était quand même très très fun à regarder. Beaucoup de le début presque de Sam Darnold hein, qu'on avait tous enterré, et moi le premier. Et voilà quoi, c'était vraiment la conférence à suivre avec les matchs et les enjeux les plus excitants. Messieurs, quelqu'un d'autre? Oui, non, bah, attends, déjà, faut pas t'excuser, mon petit Scooby. Tampa fait une belle saison, hein, surtout lors des 2 matchs face à Atlanta qu'ils ont perdu. Donc, tu as bien raison de postuler ce genre de choses. Non, NFC, bah, moi, ce que je retiens très rapidement, pareil, si je devais mettre l'emphase sur une équipe, forcément Washington, parce que franchement, je faisais partie de ceux qui étaient très, très inquiets. Non pas que je doutais du talent de Jayden Daniels, mais de la manière dont on l'avait entouré. J'étais très concerné, on dira, par la ligne offensive qui, justement, n'avait pas été énormément boostée pendant l'intersaison, malgré l'arrivée, par exemple, d'un Tyler Biadasz au centre. Et je trouve qu'il y a eu un gros travail en termes de coaching staff. Je trouve que vraiment, autant je ne suis pas un grand fervent de sa possible promotion, son possible retour en tant que head coach l'année prochaine, mais je trouve que ce qu'a réalisé un Cliff Kingsbury en attaque a été assez énorme pour vraiment mettre en confiance Jayden Daniels et lui donner un environnement favorable pour performer cette saison. Après, il y a eu des choses qui sortent un peu de l'ordinaire cette année avec Washington. Je suis bien placé pour le savoir avec le dernier Sunday Night. Il y a eu cet Ave Maria contre Chicago également. Enfin, voilà, il y a eu énormément de choses qui, en effet, ont aussi permis que ça tourne dans le bon sens, parce qu'on sait que ça peut aller très très rapidement. Hein. On ne cesse de répéter que c'est du momentum, et ça peut être le cas dans un même match, mais également dans une même saison. Donc, tout a bien tourné pour l'instant pour Washington, mais c'est aussi à mettre en avant le gros travail qui a été réalisé par Dan Quinn et Adam Peters pour leur première année du côté de la capitale fédérale. Vous êtes toussé? Olivier? Je crois que Scooby est d'accord. Non, j'ai juste toussé, il n'y avait aucun commentaire négatif. Et Greg est toujours aussi excellent. Oh, c'est gentil. Oh, c'est beau ça. Écoute, ce qui est intéressant dans cette NFC, c'est que d'habitude on a des cycles et forcément il y a des trous, il y a des moments où tu as des équipes qui déclinent, d'autres qui remontent, mais cette année les équipes qu'on voyait décliner, que ce soit par exemple les Eagles ou les Buccaneers, finalement ils ont retrouvé beaucoup d'allant, même les Rams qu'on a pensé un moment un petit peu dans le dur, sont une équipe très très intéressante en cette fin de saison, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de se taper les Rams dans les playoffs. Donc ces 3 équipes qu'on voyait peut-être un petit peu déclinantes après la dernière saison, elles sont toutes les 3 bien présentes. Il n'y a que les 49ers qui ont déçu, mais c'est surtout lié, enfin c'est quand même principalement lié à une avalanche de blessures. Et puis à côté de ça, les équipes qui montent, on a parlé de Washington, mais du côté de la NFC Nord, que ce soit les Packers ou les Vikings qui arrivent à venir titiller les Lions, ça fait beaucoup de densité pour le coup. Alors c'est vrai que pour les autres équipes c'est un petit peu plus difficile d'exister, hein. Les équipes comme les Seahawks, les Falcons, qui sont pas forcément des mauvaises équipes, mais pour elles ça devient difficile. C'est ces équipes qui seraient peut-être toujours dans la course dans la AFC, mais là cette année dans la NFC il fallait vraiment être au-dessus du lot pour passer. Donc ouais, une conférence qui est vraiment dense et très intéressante, et quand on voit par exemple la fiche d'une équipe comme les Cowboys, qui est pas forcément une équipe mauvaise du point de vue du talent, mais qui se retrouve avec une très mauvaise fiche, alors qu'elle pourrait, je sais pas, en AFC Sud, elle gagne tranquille, je pense. Donc voilà. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Je trouve qu'au niveau des grosses déceptions, forcément, il y a San Francisco qui est sans doute l'énorme déception de cette saison du côté de la NFC.
Olivier a parlé des Cowboys qui sont une petite déception quand même parce que effectivement c'est une équipe qu'on attend avec un bilan un peu plus brillant que celui-là, mais on n'a que de belles surprises et c'est vrai que de nouveau, moi, ça m'a donné envie de redébattre sur la question de la distribution des seeds en playoff. Quand on voit les Vikings et les Lions se disputer une place avec seulement 2 défaites cette saison et que le perdant de cette rencontre se retrouvera à faire les playoffs à l'extérieur, c'est vrai que parfois on peut trouver ça un peu dommage et dommageable. Mais sinon, ouais, de belles surprises, les Commanders qu'on n'attendait pas à ce niveau, les Packers qui confirment avec un jeune quarterback qui les emmène de manière assez brillante, Tampa Bay qui propose du joli football, au niveau spectacle c'était assez sympa à suivre, les Lions qui, en plus de confirmer leur statut de favoris, pour moi ont encore pris du galon et de l'expérience, donc c'est vrai que ça devient une équipe plus que sérieuse dans la course au Super Bowl. Et mine de rien, on a des Eagles qui n'ont pas toujours été les plus convaincants, mais qui ont réussi à trouver une certaine stabilité. L'ajout de Barkley, forcément, a fait beaucoup de bien à cette équipe, et ça devient une équipe aussi extrêmement dangereuse. Donc, on a une grosse densité de talent. On a pas mal d'équipes qui sont aux portes des playoffs et qui, effectivement, comme ça a été dit précédemment, auraient largement fait les playoffs, je pense, dans l'autre conférence. Donc, ouais, ça reste une très belle année pour la NFC. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit des équipes qui sont quand même emmenées notamment par de jeunes talents. Et donc, c'est assez prometteur pour l'avenir. C'est vrai que j'ai pas assez insisté, mais c'est vrai que les Eagles, je trouve que l'explosion de Saquon a donné une nouvelle dimension à cette équipe qui était un peu... je dirais pas assez soufflé, mais voilà, on questionnait beaucoup. Je trouve que l'arrivée de Saquon a tout fait exploser et les Eagles maintenant sont extrêmement dangereux, même s'il battra pas le record malheureusement. Non, mais t'as raison. Moi, j'ai été un grand critique des Eagles. Je l'ai cassé largement l'année dernière en début de saison, mais pour le coup, cette année, c'est une équipe qui est intéressante à voir jouer et c'est sympa et ça va être. On risque d'avoir quand même de très très belles affiches pendant les playoffs sur la NFC. D'ailleurs, j'ai pas été assez réactif, excusez-moi messieurs, sur la FC, ça a dû couper quand Olivier parlait, j'ai pas entendu une seule fois le mot arbitre, donc voilà, je suis un peu déçu. Il y a des traditions qui se perdent pour la nouvelle année, peut-être une bonne résolution d'Olivier, félicitations à lui. Mais je vous rappelle que je vous rappelle qu'entre les demi-finales et le Super Bowl, il y a une semaine de battement, et en effet, cette année, il y a le Pro Bowl. Et nous allons proposer à Olivier de faire un retour sur l'arbitrage de la saison. Ah ouais. Voilà. Donc ce sera à lui. Voilà, c'est dans quelques semaines. D'ailleurs, un arrêt sur image. Un bilan vite fait, enfin pas un bilan, une remarque vite fait. On a potentiellement 2 coureurs à plus de 1700 yards cette saison. Je me crois en 2010, c'est ça qui est génial aussi. Ouais. On va voir en 85, mais c'est assez impressionnant. Ok, cool. Prochain match, tiens, Scooby, puisque avant qu'il te renvoie en cellule, les Dolphins aux Jets. Tu veux nous dire quelque chose je préfère qu'on me renvoie en cellule. Qui a choisi ce match? Je sais, pas moi. C'est moi qui ai choisi les matchs. Mais je voulais faire plaisir à Scooby. Non, mais principe de santé, j'ai rien fait. Non, mais le fan des Bills, Sadik, qui fait tiens, cette semaine, si on faisait Jets Dolphins, histoire de bien se foutre de leur gueule. C'est un des rares matchs où il y a un minimum d'intérêt par rapport ouais, vraiment un minimum, quoi. Le minimum, évidemment, un minimum. Alors, mais je sais que Scooby veut nous dire qu'il rêve d'éliminer les Dolphins, donc c'est pour ça que c'est l'objectif de la saison. Je trouve que s'il y a bien un truc qui peut faire en sorte que cette saison ne soit pas la pire saison des Jets que j'ai jamais vue, et bordel, j'en ai vu des saisons des Jets mauvaises, c'est bien l'élimination des Dauphins de Nice. Parce que je sais que c'est un peu, ça me fait un peu remake d'il y a pratiquement 10 ans, lorsque les Jets étaient quand même un peu meilleurs en 2013 ou 2013, lorsqu'ils ont fini à 8-8 et que les Dolphins ont également fini à 8-8, ce qui a conduit à leur élimination avec 2 pics de 10 millénaires en week 17. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Oh putain. Mais oui, donc s'il y a bien un truc qui peut être fait par les Jets, c'est d'éliminer les Dolphins. Maintenant, le problème, c'est que
Autant j'avais dit par exemple et je pense toujours qu'avant la semaine dernière, que les matchs des Jets, mine de rien, beaucoup des défaites étaient assez serrées. Le match aller contre les Dolphins était perdu de peu, contre les Colts, enfin contre les Broncos, beaucoup contre les Bills. Enfin, beaucoup des matchs des Jets ont été perdus de peu et que c'était surtout un problème de management à mon goût parce que le roster est présent. Là, j'ai l'impression que tout s'est effondré. Je dirais presque que tout le monde s'en fout un peu de l'équipe, pour être très honnête. On a vu par exemple Sauce Gardner dire qu'il ne va pas conseiller Higgins de venir aux Jets. DJ Reed est prêt à aller en free agency, bref, voilà. Mais si on peut faire juste chier le monde et faire chier surtout les Dolphins là, de Miami de merde, moi ça me ferait plaisir de finir. Maintenant, pour parler purement football, en vrai de vrai, si ça joue bien, si ça joue correctement, comme a pu faire Rodgers à quelques matchs précédents, il faut rappeler quand même qu'il a fait des beaux matchs et pas que pourris comme la semaine dernière. Si ça peut jouer offensivement et défensivement, pouvoir contenir un peu l'attaque des Dolphins, encore une fois, c'est pas impossible. Le match à aller était perdu de peu par a été gagné de peu par les Dolphins. C'était pas. Donc, c'est pas du tout un match qui est perdu d'avance. Mais c'est vrai que si on va mettre Tyrod Taylor, Garrett Wilson fait que pleurer, on va le mettre sur blanc, on va mettre Lazare, ça va être très très long. Donc, voilà. Donc, et on va être et je suis sûr que tous les fans des Bengals seront derrière nous. Donc, d'ailleurs, j'ai un ami qui est fan des Bengals et des Jets. Je sais pas ce qu'il a fait à la vie, lui. Mais voilà, je pense à lui, mais voilà. Donc, moi, je pense pas que ce soit impossible. On est en NFL, tout le monde peut battre tout le monde. C'est vrai, on est loin de ça. Les Carolina a failli battre les Chiefs, il me semble, si je dis pas de conneries. Oui. Mais voilà, donc rien n'est impossible. Maintenant, c'est vrai que les Jets ne sont pas favoris. Et il faut qu'ils nous sortent un très bon match. Parce que j'ai peur qu'en 8-18, qu'ils ne le fassent pas. Il y a tellement de désespoir dans ta voix que c'est beau, quoi. Mais Greg est d'accord avec toi, apparemment. Ah bon? Ça dépend sur quoi. La désolidarisation. Non, si, bien sûr, il y a des trucs sur lesquels je suis d'accord, malheureusement, mais c'est surtout que en fait, tu sais pas trop sur cette dernière semaine sur quel pied danser avec les deux équipes. Pour avoir commenté le match des Jets la semaine dernière à Buffalo, j'ai quand même été extrêmement. Non mais alors, honnêtement, blague à part, le score est lourd, mais c'est vrai que honnêtement, ce qui m'a plus déçu, c'est qu'il y a une première mi-temps dont le contenu n'était pas forcément déconnant du côté des Jets. Il n'y avait pas de réalisme offensif, mais je rejoins Scooby dans le sens où très clairement, il y avait quand même un peu mieux à chercher, peut-être un peu plus. Il pouvait faire douter un peu plus cette équipe de Buffalo qui était certes pas à 100%, mais qui ne devait pas les éclater comme ils les ont éclatés de la sorte dans le troisième quart. Donc c'est un peu le problème, mais en fait ce qui m'embête avec cette équipe, en fait j'ai même pas envie de dire que la variable d'ajustement c'est les Jets sur ce match-là. Pour moi c'est juste les Dolphins, parce que pour le coup c'est toujours la même chose. C'est que quand ils affrontent des équipes avec des bilans positifs, ils perdent, et quand ils affrontent globalement des équipes avec des bilans négatifs, ils arrivent bon an mal an à faire le boulot. Ils ont une défense, je pense, qui est capable quand même de poser des problèmes à cette offense des Jets, surtout avec une ligne offensive qui termine un peu sur la jante. Donc c'est là en effet où ça peut être un petit peu problématique pour les Jets, et de nouveau pour Aaron Rodgers qui peut peut-être devoir un petit peu surjouer par moment et concéder quelques pertes de balles. Après voilà, je suis pas sûr qu'offensivement, même avec Tyler Huntley, ce soit nécessaire pour les Dolphins de forcer le talent. Donc c'est ce qui me fait un petit peu, c'est ce qui m'interroge un petit peu. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de points. Je pense que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Comme ce que j'ai dit pour les Bengals, pour moi, les Dolphins ne méritent pas en soi une fiche positive. Donc, les voir finir à 8-9, ça me choquerait pas, et encore plus ne pas les voir en play-off, même s'ils ont des circonstances beaucoup plus atteignantes, je dirais, que Cincinnati, de fait l'absence de leur quarterback une bonne partie de la saison régulière. Maintenant, j'irai avec une victoire de Miami, mais très honnêtement, on l'a vu avec le match aller, ces deux équipes où le niveau est pas si important que ça, je trouve, où l'écart est pas si monstrueux que ça de par ce qu'il montre globalement. C'est juste qu'il y a une équipe qui est coachée, mais qui a pas mal de failles, qui en tout cas doit composer avec beaucoup d'absents un petit peu notoires, et une équipe qui est totalement en roue libre et sur laquelle on ne sait jamais sur quel visage on va tomber d'une mi-temps sur l'autre, quoi.
D'ailleurs, ça me fait rappeler ce match-là, le grand duel entre Skylar Thompson contre Joe Flacco en week 18. Ça va être un peu la même, ça va être un peu la même à Calville. Hein. Le grand Skyler. Rémi? Bah oui, sur papier, en tout cas, c'est le match annoncé comme étant le plus serré de la semaine. Donc, on pourra avoir une rencontre intéressante, je ne sais pas, mais serrée en tout cas. On a eu un 9-3 la semaine dernière, non? C'est quoi le Chicago-Seattle là? C'était un 6-3. 6-3 la semaine dernière. On peut avoir la même chose, hein, je pense. Ils joueront bientôt le deuxième set, mais c'est pas mal du tout. Et donc voilà, je pense qu'on aura un match un petit peu comme ça. On a des Dolphins qui sont effectivement pas terribles du tout cette saison, mais qui peuvent quand même compter sur leur défense pour sortir quelques plays assez intéressants. Et pour ne pas imploser en vol, ça risque de déranger un peu ces Jets. Les Jets sont tout à fait capables d'inquiéter Miami. Miami n'a plus rien d'effrayant cette saison. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je donne simplement mon avantage à Miami parce que je trouve que la défense en cette fin de saison est peut-être un peu plus costaud du côté de nos amis de Nice, comme le dit si bien Scooby. Donc avantage Miami, d'une courte tête sans doute. Dans le dernier quart, une victoire peu spectaculaire sur un petit 14-10 des familles. C'est vrai que si les Jets savent défendre la passe écran, ça peut être une soirée compliquée pour Miami. Ouais. Il a dit, j'ai vu les passes écran des Jets. Elles sont plus faciles à défendre. Elles sont plus faciles. Ça va jouer à l'horizontale. Moi, je vous le dis. Ils vont se faire des limbagos, les quarterbacks, à force de tourner d'un côté et de l'autre. Ça va être terrible. Si Devante peut nous faire un match comme contre les Jaguars, j'arrive pas à croire qu'on est à 4-12 avec Devante. Les Jaguars, c'est quand même la seule victoire sur les 7 derniers matchs, quoi. Sur 7 matchs, une seule victoire, c'est quand même... c'est fou. Bah, après Miami est censé jouer sa place en play-off. Bon, il faut que les Chiefs aillent battre Denver. Je suis pas sûr qu'ils soient hyper motivés, mais ils sont censés jouer cette place en playoff sans. Probablement Tua sera pas là et il sera probablement pas là ou il sera sur une jambe, donc ça va être quand même compliqué. Alors moi je joue Miami parce que ils sont sur une comme tu l'as dit, contre des équipes pas trop bonnes, ils arrivent à s'en sortir. Donc, et ils sont pas trop mal coachés. Donc, je joue Miami sans être vraiment confiant. Après, tu as raison, Greg. Le match de dimanche n'était pas si dégueulasse que ça du côté des Jets. En tout cas, en première mi-temps. Moi, ce qui me peine beaucoup, je suis désolé Scooby, mais ce qui me peine beaucoup dans cette équipe des Jets, c'est de voir, alors que j'ai adoré ce joueur, à quel point Aaron Rodgers est devenu c'est effrayant. Son attitude pendant le troisième quart et pendant toute la fin du match, après son interception, c'était purement scandaleux. Enfin, je veux dire que ce joueur qui nous a fait rêver, qui nous a donné tant de beaux matchs, de grandes victoires, de trucs super extraordinaires et tout, finisse comme ça, c'est quand même assez triste. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal à supporter quand je regarde cette équipe des Jets. Il faut se dire que ça sera peut-être le dernier match de Rodgers en NFL. Terminé comme ça, c'est vraiment pas cool. Et je sais pas qui sont vraiment les responsables de ce fiasco, mais c'est un peu triste. C'est un peu triste. Deux choses, je vais te dire après. Aaron Rodgers te fait une aussi bonne saison que Mahomes, je tiens à le dire. Voilà. Statistiquement parlant, sauf qu'il y en a un qui a 15 victoires et l'autre qui en a même pas le tiers. Et deuxième chose, non, moi, si on parle de responsable, on va parler des Jets quand même, on a autre chose à foutre. Mais mais moi, c'est le licenciement de Robert Saleh a tué toute la saison. Au début, ça commençait un peu, pas de manière extraordinaire, mais c'était quand même eu des très beaux matchs contre New England, notamment, où ça jouait bien. Au-delà du fait que New England avait des talents en moins, ça jouait bien. Il y avait de l'adversité. Je veux dire, la défaite contre les Broncos ou contre les Vikings, enfin, les Vikings, ils sont à 15, c'est une des meilleures équipes de la NFL. Perdre contre eux en toute dernière fin de match, c'était pas non plus la plus grosse humiliation de l'année. Broncos, pareil, ça reste une bonne équipe. Il y avait quand même eu des défaites contre des bonnes équipes et contre des 49ers healthy. Donc oui, ça a mal commencé la saison, mais virer Robert Saleh, regardez, la défense s'est effondrée. On est passé d'une très bonne défense à pas terrible. L'offense est inexistante. Je veux dire, avoir licencié un coach en début de saison qui visiblement faisait tout le boulot, voilà. Bref, bon, parlons d'autre chose. C'est bien, il faut que ça sorte. Tu ne vas pas garder ça dedans. Tu vois, c'est bien. J'ai l'impression que Yellow voulait dire un truc avant que je parle, mais...
Non, j'allais dire qu'Aaron Rodgers c'était devenu un loupard avec Nathaniel Hackett. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Un loupard. La spécialité d'Aaron Rodgers, c'est d'aller échouer après Brett Favre. Bref, ça c'est fait. De toute façon, les Jets, c'est là où tu meurs. On a une collection de joueurs. Jason Taylor, Chris Jenkins, Brett Favre, non, parce qu'il a eu une belle saison après aux Vikings. Mais voilà, quoi. Il y a eu des mecs qui ont pris leur retraite aux Jets. C'est là où tu t'enterres. Ed Reed, Frank Gore. On a eu des gars qui ont fini leur carrière aux Jets. RIP, les gars. Jericho contre Thierry. On en a eu des mecs. Ok, écoute, Greg, on va te laisser la main, c'est obligé. Panthers Falcons. Le match dont Olivier voulait parler. Chance. Quelle chance. Trop bien. Moi je vous dis, attention, accrochez-vous. Oui, pour les matchs, on dit merci Olivier. Ouais, c'est ça. Vu, dit merci tout à l'heure sur le Jets Dolphins, parce que franchement. Regardez la liste des matchs, j'ai trouvé une meilleure sélection parce que il n'y a pas beaucoup de matchs où il y a de l'intérêt quand même cette semaine. Si je tiens un peu de 30 secondes sur la highlight, c'est un record. Et pourtant, je fais le résumé pour M6 la semaine prochaine. D'ailleurs, Greg, c'est quoi la fiche d'M6 là dimanche pour voir Tampa Bay, New Orleans. D'accord. Qui aurait pu être dans les 4 matchs. Ça devrait être fini au bout d'un quart temps et demi. Non, faut jamais sous-estimer les Saints. Attention. Je suis d'accord avec ça. Ça fait quoi de tenir les Saints, Xavier? Ça fait quoi de supporter les Saints? N'exagérons rien quand même. S'ils en prennent une petite, je vais pas pleurer non plus. Si les deux peuvent s'effondrer. Non mais en même temps, gagnant Scooby, quoi qu'il arrive. Dites-le-vous. Scooby, Greg, vous devrez vous mettre ensemble et acheter les Kleenex en gros, quoi. Pourquoi? Ça va, moi. Écoute, moi, très honnête. Alors, moi, je vais dire honnêtement les choses parce que c'est pareil. Je peux taper sur les Bengals et les Dolphins en AFC en disant ceci, cela, machin. Pour moi, en soi, je n'estime pas que cette saison régulière des Falcons est en soi réussie. Qu'ils fassent un bilan positif pour la première année de Raheem Morris, c'est en soi déjà très bien. Donc, je pense qu'il faut terminer surtout avec Michael Penix et ce qu'il a démontré en termes de contenu ces 2 dernières semaines, notamment du côté de Washington. Ce serait bien de terminer avec une fiche de 9 victoires et 8 défaites. Après, en soi, très honnêtement, terminer derrière les Buccaneers, tout à l'heure, je rigolais sur les 2 victoires. Il faut quand même rappeler qu'ils ont gagné à Tampa pendant une période où il manquait les 2 receveurs de Tampa Bay notamment, dont Mike Evans, puisque Chris Godwin en l'occurrence n'est pas revenu. Donc qu'ils ne fassent pas les playoffs, ça me choque pas, et je me dis même faire les playoffs, pourquoi faire au final, parce que de toute façon on a une équipe qui reste assez jeune et qui de toute façon va avoir beaucoup de limites offensivement et défensivement pour vraiment réussir à poser problème à des places très établies de la conférence nationale. Donc en soi, qu'Atlanta gagne, oui, ça me paraît une nécessité. On ne sait jamais sur quel visage des Panthers on tombe en cette fin de saison. Ils avaient de nouveau accusé un peu le coup. Je ne sais plus c'est quel match où ils se sont totalement éteints dans un passé récent, mais ils ont bien su réagir, notamment face à Arizona récemment. Donc c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. On a un Bryce Young qui a clairement repris de la confiance en cette fin d'année. La problématique pour eux, c'est toujours la même, et c'est là où par exemple un Michael Penix et un Bijan Robinson peuvent capitaliser, c'est que ça reste une des pires défenses de la ligue. Et même s'ils prennent moins de pions qu'en début de saison, forcément ça peut être rédhibitoire face à cette équipe d'Atlanta qui malgré tout a des playmakers offensifs. Et il l'a démontré chez les Commanders. Donc j'irai quand même avec une victoire d'Atlanta. Alors j'ai parié sur Carolina, ça n'étonnera absolument personne, parce que de toute façon c'est une stratégie assumée. Mais voilà, je m'attends quand même, je me dis que ce serait la moindre des choses de réussir à battre cette équipe des Panthers. Après ça reste un match de division. Et encore une fois, si Atlanta n'est pas en playoff, je ne tomberai pas de ma chaise. Et ce ne sera pas immérité pour Tampa de remporter la division NFC Sud, loin de là. Alors je le retrouve plus, mais il y a des gens qui évoquaient pas mal les similitudes les similitudes, oui. Entre le QB actuel des Falcons et Michael Vick. T'en penses quoi? Oui. Ouais, tous les deux Michael. Il y avait des histoires de blagues sur les chiens ou je sais pas quoi, mais bon, bref, ça après. Et une histoire de nom de famille en changeant une lettre qui pourrait rappeler quelque chose. Oui. Alors, j'ai vu passer ça. Alors après, en soi, hormis le fait qu'il soit black et qu'il soit gaucher. Exactement. Et qu'il soit au Falcon.
Alors, j'invite les gens à regarder le style de jeu de Michael Vick à Atlanta. Ça correspond à peu près pas à la manière dont joue Michael Penix aujourd'hui. Je pense qu'il a perdu un peu de mobilité, Pépère, à l'université. d'ailleurs. Voilà, mais en tout cas, c'est pas du tout le même style de jeu. Donc voilà. Oui, il s'appelle Michael tous les deux aussi. On peut partir là-dessus sur un extrapole. Mais oui, j'ai vu passer ça en tout cas, Ricard. Attends, des Michael noirs gauchers, QB en NFL. C'est sûr que ça court pas les rues. Tu commences à réduire le pool là. Hein. Bref. Ok. Qui après? Je suis Scooby, pardon. Oui, non, mais moi, c'est vrai qu'Atlanta, cette saison, il y a eu quand même des belles choses pour une première saison de head coaching de Maurice. Bijan Robinson fait quand même une très bonne saison. Il est 4e meilleur porteur en termes de yards cette année. Non, la plus grosse, Drake London est quand même un très bon receveur et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour ma fantasy. Franchement, la bête noire de cette saison, c'est Kirk Cousins, il faut le dire. Hein, il arrive avec plein d'espoir et au final, cette fin de saison, carrément, ils vont le cutter. J'étais assez surpris. Au revoir Rémi. Voilà, j'étais un peu surpris de cette fin de saison. C'est vrai que je pense que c'est le match catastrophique contre les Broncos là, qui a mis un peu fin à sa carrière. Ouais, je félicite grandement son agent. Mais sinon, pour ce match en lui-même, c'est vrai que voilà, ils ont quand même des qualités à Atlanta. Défensivement, ça peut tenir la route. Offensivement, ça arrive à driver, malgré le fait que voilà, Penix a très peu. Et c'est vrai que c'est un peu jeter Michael Penix à la fosse au lion. C'est tiens, démerde-toi, qualifie-nous en playoff. Et si on y va, en plus, ça va être toi. Donc prépare-toi et chauffe-toi bien. Je me permets juste une petite précision. Là, c'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, Scooby, on va pas faire un débat spécifiquement sur Atlanta. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à dire. Certes, que Kirk Cousins ne soit plus forcément au niveau qui était le sien avant, notamment du fait de sa dernière blessure, c'est une possibilité. Je n'exclus pas aussi le fait que de prendre un quarterback au premier tour ait pu jouer dans sa tête aussi. Voilà, dans un nouveau système offensif, dans une nouvelle équipe où tu ne te sens pas forcément le plus soutenu, c'est des choses qui peuvent aussi amener à cogiter, à peut-être ne pas te faire prendre les meilleures décisions possibles. Je pense que l'organigramme a sa responsabilité aussi dans l'échec de Kirk Cousins et dans la possible perte financière qui s'amène. Oh, moi, je suis pas d'accord. Enfin, je comprends, mais je pense que les torts sont partagés, le niveau du joueur, mais aussi le choix de la franchise. Le côté, tu as drafté un Michael Penix, du coup, je me sens pas bien. T'es Kirk Cousins, t'as plus de 30 ans, t'es en NFL depuis des années, tu t'es fixé. Je demande pas qu'on pleure avec le gros contrat qu'il a signé, mais encore une fois, je pense que c'est aussi important pour une équipe de montrer à un quarterback titulaire qu'ils lui font pleinement confiance. Et quand tu le fais venir en amenant un quarterback rookie alors que le mec vient d'arriver, ça veut aussi dire que très clairement, c'est pas le choix du futur. Soit dit en passant, le casting autour de lui est pas monstrueux non plus, parce que tu citais Drake London, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a en menace, même si j'aime beaucoup la saison qu'a fait Darnell Mooney, c'est pas non plus un joueur capable de créer des séparations. T'es pas fan de la saison de Kyle Pitts, non? Non, mais après je suis pas un fan globalement des appels de jeu de Zach Robinson. Hein, mais bon, on parlait des passes écrans. Ouais, il a dû faire un stage chez les Jets et les Dolphins parce que ça fonctionne pas de ouf. Mais sinon pour ce match-là, oui, effectivement, ils peuvent le gagner. Maintenant, je vous avoue que Tampa Bay, j'aime beaucoup Baker, Mayfield. C'est vrai que mine de rien, Tampa Bay, c'est comme l'équipe qui s'est fait sweep par Atlanta, mais d'un autre côté, ils ont battu et les Lions et les Eagles. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant. Et je pense qu'ils sont plus armés en playoff qu'Atlanta. Maintenant, si on parle vraiment que de ce match-là, je pense qu'ils peuvent être contrôlés. En face, les Panthers, c'est vrai que Bryce Young fait quand même, pour moi, il redonne un peu d'espoir, je pense. Malgré le fait qu'il a pu faire des matchs pas terribles dernièrement, il a quand même fait aussi des matchs plutôt bons. Il a montré qu'il était capable s'il était bien entouré, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, même si Adam Thielen, la semaine dernière, il a fait un match monstrueux. Mais voilà, c'est pas encore ça, c'est encore fragile, c'est au tout début, il faut laisser le temps de construire. Et de l'autre côté, Atlanta, voilà, il joue pour un match, il faut pas oublier, il joue pour un match pour une division, il joue pour une qualification en playoff. Donc je pense qu'ils ont plus de talent, ils ont plus de motivation à gagner. Olivier?
Écoute, je crois que nos deux compères ont oui, dit hein. beaucoup de choses pour le coup, C'était assez complet. et ils ont été complets. Juste Atlanta, pour remettre le contexte, hein, s'ils passent, c'est parce que il faudrait que Tampa perde à la maison contre les Saints, ce qui est pas forcément très probable, mais derrière ça voudrait dire qu'ils recevraient le vainqueur de Detroit Vikings, ce qui serait une grosse montagne pour cette équipe Atlanta, c'est sûr. Ah, ça Donc, va. voilà. Contre Mais effectivement, Minnesota, on s'en sort pas mal. On a des bons corners. Hein. mais bon, c'est un match reste un match. Donc effectivement, est-ce que, comme l'a dit Gray, est-ce que les Falcons méritent vraiment d'être en playoff cette année? Je sais pas. En tout cas, moi, c'est une équipe que j'attendais pas forcément à ce niveau-là dès cette année. Donc ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner, notamment avec Penix qui va continuer à prendre de l'expérience sur cette fin de saison. Donc ça devrait, je pense, bien se passer pour eux, même si effectivement les Panthers ont essayé d'être un peu l'équipe qui gâche les fins de saison à certaines équipes, et que Bryce Young, que je voyais vraiment, j'avais l'impression que ça allait finir en bust complet là après quelques matchs de début de saison, que Bryce Young était à enterrer définitivement, et puis non, il a retrouvé de l'allant, et finalement pour les Panthers c'est peut-être pas terminé cette affaire avec Bryce Young, et s'il drafte bien peut-être que ça repartira en avant. Mais donc là sur ce match Atlanta. J'ai une question, moi, vite fait. C'est sûr que les Rams sont 3e. Ils peuvent pas être 4e s'ils perdent contre Seattle et que Tampa Bay gagne. Je pense que les Rams sont devant, non? Ouais. Je vais vérifier ça tout de suite. Là. Je crois que c'est. Il y a très très peu de chances que ça soit pas Detroit Vikings pour l'équipe des Falcons. Enfin pour le vainqueur de la division. Tampa Bay peut finir devant les Rams. Si les Rams perdent contre les Seahawks et que Tampa bat New Orleans, Tampa peut faire 3. D'accord. Parce que on parlera après, mais si on peut avoir dès le premier tour des playoffs un Rams-Lions, ça serait un cinéma. Ouais, cinéma. Beau. Cinéma. Par contre, donc c'est ça, Greg. Donc en fait, Atlanta, c'est forcément la NFC Nord, mais les Bucks, pas forcément. Ouais, c'est ça. Ouais. Tyler Eby m'a dit qu'il aimerait beaucoup un Rams-Lions. Il m'a dit ça fait longtemps qu'il n'a pas croisé Kirby Joseph. Donc il était d'accord avec ce choix. Ouais. D'ailleurs, Hawkinson m'a dit la même chose pour le match de ce week-end. Hein. Ils vont en refaire le même combo que l'année dernière, ça va être trop bien. Kirby Joseph, il est en train de sectionner des genoux. Alors, il est où son genou? Alors, le genou. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose ou t'abandonnes pour ce match-là? T'as le droit. Oh, je vais dire non. Bon, la réponse D. Joli choix stratégique. Messieurs, dames, c'est l'heure, vous l'attendez, ce qui va bientôt arriver à sa fin. La Experts World Cup, je vous rappelle le classement. Olivier FMB premier, je pense. Est en tête. Non, ouais, bah oui. Olivier est en tête avec 350 points. Rémi avec 328 points derrière. Scooby, principalement parce qu'il a organisé beaucoup de quiz, est à 310 points. Voilà, il a pris 50 points encore ce soir. FMB, 185 points. Greg prépare ses émissions sur M6, donc il est à 97 points et moi je suis à 50 points. Voilà. Elle est géniale cette émission, c'est-à-dire que plus tu fais d'émissions, plus tu as de points. C'est génial. Ouais, c'est ça. J'avoue que ton système de comptage de points il est un peu obscur. On dirait les comptes de points. On dirait qu'il dit des chiffres au hasard. On dirait le Happy Paul, quoi. Quoi on dirait la compta de la Fédé quand il y avait Franck Lacuisse. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Pardon. Obligé de la faire. Je vais me laisser d'arrêter ses propos. J'en sais rien. J'essaie d'être à peu près équitable. On rigole. Mais est-ce que parfois j'oublie? Clairement. Voilà. Donc. Scooby, bah oui. C'est là qu'il nous dit. Et du coup, tous les compteurs sont à 0. Pour la dernière. Qui te double, les gars? Rico, c'est Dumbledore. 25 points. 150 points. Ouais, tu le fais, ton quiz de fait le puff, là. Donc en fait les règles sont assez simples. En fait je vais dire une position et une anecdote sur le joueur et vous devez me poser des questions qui se répondent par oui ou par non. Je sais pas, est-ce qu'il a joué en AFC, est-ce qu'il a joué en NFC, et moi je vais dire oui ou non. Si je vois que ça coince, je donne un indice. Il y a 4 joueurs, c'est de plus facile au plus difficile.
Et, La dernière fois qu'il m'a dit c'est du plus facile au plus difficile, j'ai eu uniquement le plus difficile. Pour vous donner une idée. Pour retrouver Mouchine Mohamed, il faut être bon. Hein, parce que... Mais voilà. Donc, s'il y a des questions, sinon je lance. Allez, on Ça marche. lance. Let's go. Alors, c'est quoi, tout le monde parle en même temps? Oui, non un indice pour tous, pour tout le monde. Chacun Tous ces son mecs-là ont arrêté. Non, un De indice quoi en bas de l'écran, non, c'est pas ça. Indice en bas de l'écran pour Ouais, vous chez vous. en bas de l'écran, pour ceux qui sont Vous chez ne le voyez pas, c'est normal. On salue les dom-toms. Non, On a la rousse à gagner ou pas, Scooby? ouais. Julien Le premier est un Merde. droit. Il dit ça s'il change de prison. Coucou à mes futurs geôliers de Guyane. J'aime beaucoup les dom-toms. Ah, du coup, il est parti. À quelle heure est le prochain bateau, s'il vous plaît? Un magnifique Code du commerce 2020 Ah. à gagner. Magnifique. Ça donne envie de gagner, ça. oui. Allez, il nous a chauffé Ah, à tu blanc. rigoles. c'est super. Non, Mes non, heures les donc, plus sombres d'université. C'est que merci. des joueurs qui ont joué dans les années 2000 et qui ont pris leur retraite maintenant. Bon, premier joueur, un indice très général parce qu'il est assez facile à trouver. Je suis un quarterback et je m'ennuie beaucoup, du coup je tweete énormément. C'est pas Et Aaron on Rodgers, voit- hein? On peut proposer Non. autant de choses qu'on veut, alors. Mais Tu c'est peux qui poser parle autant de questions que tu veux. Qui parle C'est pas Griffin? Chacun son tour. Chacun son tour pose des questions. Alors, dis D'accord, qui mais- commence. Organise ton Ok. merdier un peu. Rémi, Olivier et Greg. Et après je décalerai à chaque fois. Voilà. Question classique AFC. Attends, je vais juste confirmer ça. Il n'a jamais joué. Il n'a jamais joué en AFC. Il a jamais joué D'accord. tout court. Bon, ok. Vas-y Olivier. Je vais toi faire le quiz sur les training camps. Il jouait en NFC Est? Il a joué qu'une année en NFC Est. Ah. Olivier et Greg. J'ai joué une année en NFC Est. Il a donné un poste ou pas? Quarterback. Quarterback. Oui, quarterback, ouais. Merci de suivre Rico quand même. Hein. Ouais. Alors attends. Est-ce qu'il a fait un Pro Bowl? Oui, ça, c'est une bonne question. ça. Oui, il en a fait 4. Il a gagné la balle aux prisonniers. Ouais. Non, il n'a pas gagné. Tu sais pas Non, la alors question. je sais qui c'est. Vas-y, à toi Rémi. Ok. Alors, quarterback, on va aller en NFC Sud. Putain, on va faire une division à chaque fois. NFC Sud, il me semble qu'il... Attends. C'est ta faute, hein. Excusez-moi, je suis fatigué. Non, il n'a jamais joué en NFC Sud. Ah, c'est nul alors. Ouais, c'est nul. Olivier. Quarterback un peu grande gueule. Un peu grande gueule, ouais, je sais pas. Est-ce qu'il a gagné un Super Bowl, ce brave homme? Il a gagné un Super Bowl. Ah, il a gagné un Super Bowl. Ah ouais. Titulaire? Attention, chacun son tour. Greg. Eh ouais, normalement. Titulaire. C'est l'anarchie là, c'est l'anarchie. Monsieur. Oui, il était titulaire. Ok. Il était même le MVP du Super Bowl. Oh putain. Oh la double réponse. C'est pas Rémi. Aaron Rodgers. Alors, attention, il y a un pouce à côté de toi. Ouais, attention, t'es attaqué par un pouce, ouais. Alors. Oh, ça se réduit quand même fortement. Ouais. Ah. Il a été plusieurs fois au Super Bowl. Oui. Ok. Oh, sérieusement? À toi, Olivier. Si vous l'avez, sinon vous posez une question. Si vous ne pouvez pas poser une question, Olivier, il a juste tellement après. une tête de. Je sais absolument pas qui c'est. Mais non, mais ça me. C'est perturbant. Et tu t'as dit année 2000 d'office, hein, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, je vois pas là. Ça me perturbe aussi. Ça me Attends, perturbe là. c'est année 2000 ou les années 2000? Il a joué de 98, on va dire, Ok, en ouais, NFL jusqu'en 2009. Ah ouais, ok. Ah merde, 2009, c'est pas qui je pensais alors. Eh ben écoute, je sais pas, non, je laisse T'as une question, la main. hein? Tu laisses la main. Est-ce que Yellow, tu l'as? Ou t'as une question?
Il a joué en NFC West? Oui, pratiquement tout le temps. Sauf la seule fois où il a fait la NFC Est. Rémi? Ah merde, non. Il a joué à San Francisco? Non, je donne un indice. Essaye de... le show. Voilà, le show. Le show. Vous allez voir, c'est tellement con. Ah, hein. mais oui, je l'ai. Je peux? Est-ce Vas-y, qu'Olivier, hein. tu l'as? Non. Vas-y, Hello. Kurt Warner. C'est Kurt Warner. Ah bah oui, putain, oui. Logique. Putain, son année aux Giants, je me rappelais plus. Hein. J'avoue que là... Ah, mais- Ouais, ça va, je j'avoue crois que- J'avoue que crois j'avais que lui totalement aussi- zappé cette idée. Je crois que lui aussi, ça rappelle pas. Kurt Warner, ah oui, d'accord. Ah Ouais, ouais, ouais. non, mais ouais. Ouais, c'est Oh, vrai je, que je donne combien pour ça? 10 points? normalement, Ouais. c'est 12 saucisses, mais Bah, après, tu fais ce que tu veux. donne-moi 200, je fais une émission sur 4. 200 Attends, attends. Tu veux que je félicite et encourage ton manque d'implication dans l'émission? Mon manque d'implication. Mon emploi du temps surchargé. Essaye de voir Deuxième joueur. J'aurais- Le deuxième joueur, alors là, on passe de Olivier, Yellow Là, c'était jouable. à Rémi. Ça va. Donc, mon deuxième indice, c'est un running, enfin, le joueur, c'est un running back. Et les deux seules fois où j'étais titulaire, j'ai fait plus de 1300 yards à chaque fois et au moins 8 TD. Les deux seules fois où j'ai fait 16 matchs en tant que titulaire. Où j'ai joué 16 matchs, 16 fois À chaque fois titulaire. qu'il a joué 16 matchs, il a fait 1300 yards et 8 TD, c'est ça? Oui, au moins. Au Il y a moins. même une fois qu'il a fait plus que ça. D'accord. Oui, au moins, c'est la barre symbolique. Donc, Olivier, question, commence. Est-ce qu'il a joué aux Dolphins? Non. Merde. Tu grilles une première question comme ça, quoi. Ouais, mais tu vois, je pensais avoir trouvé un candidat, tu vois, mais non. On y c'est croit, Ricky Williams. raté. Ouais. Ricky Williams. Non, c'est pas Ricky Williams. Ouais, c'est vrai, j'avais pensé à Ricky Williams. Bon, tu déjà, vois. on a éliminé deux noms, c'est bien. Est-ce qu'il a joué en NFC, du coup? Oui, il a joué que en AFC. Ah, en ma AFC. question, c'est sur la NFC. Mais merci beaucoup, je note qu'il a joué en NFC. Merci, Scooby. Pardon, C'est vraiment j'ai mal trop entendu. cool. T'es J'ai meilleur. Cœur sur toi pour 2025. hein. J'ai déjà participé à un Super Bowl. Absolument pas. Oh, C'est un Il a indice. joué aux Jets. oh. Genre, on est très loin d'avoir fait un Super Bowl. Genre très 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 loin. Très loin. Alors. Olivier, tu peux avoir des questions. Hein. Ça aide aussi des fois de... Olivier il est consterné par ce qui se passe. Sur une piste. Ouais, je suis concerné parce que Comme nous tous, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, tu vois. Écoute, ouais, AFC Est alors, mais pas à Miami, Non. mais AFC Est. Non. J'ai jamais été en AFC Est. Moi, je suis sur un truc. Est-ce qu'il a joué dans le Missouri? C'est comme j'ai Oui. Alors, si tu penses au Saint-Louis Rams, parce que Missouri... Non. Non, il y a plusieurs équipes dans le Missouri, monsieur Scooby. Surtout prochaine une en pro. AFC. Il y a une équipe en AFC. Kansas Oui. City, ouais. Qui tourne Ouais. pas mal en ce moment et qui joue en Zebra. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas joué dans le Missouri. Ah, c'est pas celui que je pense, ok. Très bien. C'est pas Larry Johnson ou Clayton Portis. Est-ce que j'ai fait la cover d'un Madden? Non. T'es ouf ou quoi? C'est ouf ou quoi? Je m'étais dit Good. que c'était Peyton Ellis, hein, je sais pas. Gueudin, quoi. Nous sortir un Peyton Ellis derrière les fagots, c'était bien un truc de Scooby. ça. J'ai déjà fait avec Olivier Peyton Ellis. Ah, voilà. C'est vrai, c'est vrai. À toi, Olivier. Je sais pas pourquoi je joue bien en Raiders, ton mec. J'ai fait ma dernière saison en Raiders, mais on me souvient pas de moi en Oh. Raiders. Est-ce que j'ai joué en Floride? Oui. Mais oui. Est-ce qu'il s'agit de Maurice Jones-Drew? En théorie, tu devrais pas poser la question et en Ah, même bah temps. si, attends, C'est celui qui l'a trouvé. il valide, Normalement, si. celui-là. Si j'ai posé une question qui... Oui. Je propose pas après la question d'un autre, c'est logique. Il a failli être cover de Madden, ceci dit. Oui, Maurice Jones-Drew, exactement. Ah, ma coqueluche. Il est- Bon, 400 points, écoute, tu peux rajouter. Bravo, ouais, c'est logique. D'ailleurs, Bien j'ai joué. son maillot. Mon hein, indice, je- ça allait être physiquement, je ressemble à un AirPod. Enfin,
Parce qu'il n'est pas très grand et il est aussi large que. Ah, il est costaud, ouais, c'est une citerne, tout simplement. Oh, bien. Et Yellow, il est chaud. Non, on passe du coup à Yellow, Rémi, Olivier. Indice pour ce joueur, c'est un linebacker. Je suis top 5 all-time en plaquage, mais j'ai jamais été All-Pro. Ça, est-ce que ça serait pas. Attends. Comment il s'appelait ce type? Est-ce que j'ai joué à Washington? Oui. Ah, il a trouvé, London alors. Fletcher. Ah, Putain. Allez les gars, bonne soirée tout le monde. Alors là, C'est je, London Fletcher. là, Bravo. je suis Bravo. obligé de- je donnais au moins 50 points pour celle-là. Là, c'était bon. Oh, putain, 50 points quoi. la Trop de chance. générosité, tu la On générosité. repart à Rémi, Olivier et Yellow. Pour celui-là qui est un peu plus compliqué, enfin, il y a un indice que je pensais dire, mais il est trop facile à mon avis. Je vais simplement dire, c'est un left tackle et qui a été 3 fois All-Pro. Voilà. J'ai gagné le Super Bowl. Oui. Ah. Donc pas les Bills alors, Olivier. Hein. Non. Non, ça c'est sûr. Ni les Falcons d'ailleurs. Ah, c'est pas Jeff Matthews non Il plus. désamorce avant. Même pas mal. Même pas mal. Left tackle 3. T'as dit 3 fois le 3 fois Super Bowl, les années 2000. Non, pas 3 fois le Super Bowl. Il a été 3 fois All-Pro. Oui, 3 fois. Du côté de la NFC West. Oui. Ah. Oh bah dis donc ça. Ça est là, gars. Sévère. Putain, mais vous avez Kurt Warner, vous avez galéré. Ça me trouve au London Fletcher. J'avoue qu'on a été un peu nuls sur Warner. Ah mais excuse-nous si j'étais en London train de Fletcher est chercher plus son célèbre nom, que quoi. Kurt Mais moi, Warner, je sais rien. Moi. Je cherchais un quarterback grande gueule et c'est vrai qu'il n'était pas grande gueule pendant sa carrière, mais après. Ah non, mais sur Twitter, là, Kurt Warner, il est incroyable. Ouais, il est intenable. Ouais. Oui, parce que Aaron Rodgers, J'y vais avec ma question, Olivier, ou t'as une Ouais, proposition? vas-y, parce que j'ai dit ça un peu au hasard, mais je vois pas en fait. Mais Orlando Pace. Bon, bah, on passe au saison, c'est fini. Hein. Mais non, sérieux. Joueur des années 2000. Joueur des années 2000. à quelque chose là, je sais En pas. NFC West, joueur des années 2000 qui a gagné un Super Bowl. Je veux pas vexer les fans des Seahawks, des Cards et des Niners. J'allais dire Walter Jones, non, il est allé au Super Bowl, il l'a pas gagné, putain. Bah, c'est ça. C'est beau. Ah bah, oui. Bon, Donc, merci. en fait, j'allais dire un indice du style, j'ai été le seul all-line Big Ten Player of the Year, hein. Mais là, ça a été un peu trop. En tout cas, tu nous as fait toute l'équipe des Rams 2001. Hein. Ouais, c'est ça. C'est l'équipe que j'ai. Tu sais que j'ai hésité à faire Torrey Holt, je me suis dit, non, ça fait trop. C'est too much. Je suis un très grand fan de Dick Vermeil et du Greatest Show on Turf. Et ouais. T'avais raison. Tu m'as mis une petite nostalgie là, avec ton London Fletcher là. Enfin, parce que il a dû faire 3 ou 4 saisons chez nous. Ouais. Mais London Fletcher, il a joué. Pardon. Il me semble que London Fletcher a joué. Alors, je me rappelle plus. Non, il n'a pas joué aux Rams. Il a joué contre les Rams au Super Bowl avec les Titans, il me semble. Non, il joue aux Rams. Ah si, il est champion avec les Rams, London Fletcher. Oui, c'est ça, je veux dire champion avec les Rams. Ouais, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait en fait tous les Rams. Il a fait Rams, Bills et Redskins. Et Redskins, c'est ça. Ouais. Alors, Marshall Falk. Non, bon, j'arrête. On peut faire le dernier match. Mais la prochaine fois, je ferai plus dur. Hein. La première fois, c'était encore plus drôle. Là. Ah, ça y est, sous prétexte que j'ai fait un 4 sur 4, c'était trop facile. Non, mais d'accord, bonne mentalité. Non, mais d'accord. Bah ouais. Il fallait que je fasse les Brandon Lafayette comme je voulais faire. Et voilà, Ah, mais ça, j'aurais répondu au moins. Ah là là. Philippe Dorsett, Duke Johnson.
si tu me dis Je leur sais, c'était la fin. c'est à moi. Donc félicitations Greg pour ta remontée Pour ces 50 points, classement. Ah non, Il y a désormais 6400 points. j'ai arrêté de compter. En tout cas, tu es clairement passé devant FMB. En faisant t'as 2 noté- émissions, bravo. Bah, c'était la chance. Voilà, mais Scooby, il faut que tu arrêtes d'appeler Greg avant les trucs pour lui donner les réponses. Non, Non, mais ouais, en vrai, la prochaine fois, Greg, dis-moi si t'es là ou pas, et comme ça, j'augmente la difficulté. C'est ça. Je crois que Greg a sa caméra de surveillance de la prison et qu'il voit l'écran de Scooby. C'est ça. C'est ça. Le dernier match de ce soir, Rémi, c'est toi qui vas ouvrir. Il s'agit donc. Non, c'est pas toi. Je sais plus. Je peux, hein. C'était pas moi, mais c'est pas grave. C'était Olivier, normalement. C'était Olivier, on moi, l'a- pardon, Olivier, mais- Excuse-moi, Olivier. peut-être que vous- Olivier, tu vois, j'ai essayé de la faire bien et du coup. On sait qu'il est pas bon au quiz, mais évite quand même de l'éviter comme ça. De l'ignorer de cette manière, c'est dégueulasse. Mon intro m'a pété à la gueule comme un quiz à la gueule de Scooby. Olivier, Vikings aux Lions, c'est pour toi. Écoute, c'est le match que tout le monde attend entre guillemets parce que c'est vraiment le match important du week-end si on peut dire, enfin celui qui suscite le plus d'intérêt puisque il y a simplement en jeu la couronne de champion de division NFC Nord. Ce qui est d'autant plus important, c'est que en plus pour le futur battu, ça va être un premier tour de play-off compliqué, puisque derrière, ça sera probablement un déplacement possible, soit à Tampa Bay, soit aux Rams. Donc, ça peut être un match pas forcément évident. Alors que pour le vainqueur, c'est simplement non seulement la division, mais c'est aussi le premier, la tête de série de la NFC. Donc, eux, ils sont en vacances pour une semaine pour se préparer tranquillement pour le deuxième tour. Donc, match important entre deux équipes super spectaculaires qui montrent du très très bon football. Le match aller avait été vraiment excellent avec un 31-29 des Lions à Minnesota. Là, ça se joue à Détroit. Les deux équipes sont plutôt en forme. Il n'y a pas beaucoup de blessés. Il y a quand même Aaron Jones qui devrait manquer, donc ça peut peut-être influencer, mais au final, on a un très très beau duel. En plus, quand on regarde les stats, Golf Darnold, c'est pas très différent. Gibbs Jones, c'est pas très différent. Jefferson St. Brown, c'est pas très différent. On a un triptyque d'attaque plutôt bon. Ça va être un très très beau match, j'espère. En tout cas, c'est alléchant. Moi, je jouerai Détroit un peu plus parce que sur l'expérience, ils ont un peu plus d'expérience de ces gros matchs maintenant depuis quelques années qu'ils sont en haut des classements. Je pense qu'ils auront aussi un petit peu plus de profondeur dans leur équipe. Je suis quand même bluffé par Goff cette année, qui fait moi, là où il est fort, c'est qu'il fait très très peu d'erreurs et il arrive à trouver des solutions. Donc j'ai tendance à jouer les Lions, mais les Vikings ont peut-être il y a peut-être à jouer. Si ça reste serré, parce que du côté des Lions, le talon d'Achille, c'est parfois les décisions un petit peu trop audacieuses du coaching qui les pousse à prendre peut-être des fois des risques qui pourraient à un moment ou l'autre leur coûter un match. Alors peut-être dimanche soir, mais j'ai plutôt tendance à jouer les Lions. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ? C'est vrai que c'est le match de l'année, très clairement. 14 victoires et 2 défaites des deux équipes. Là, tout va se jouer, hein. La division est la première place de la conférence, ce qui ne me semble pas que ce soit beaucoup de fois arrivé. Moi, j'aime bien l'expression absolue de cinéma parce que tout dans ce match est extraordinaire. On a quand même les Lions qui arrivent à faire une saison incroyable malgré beaucoup de blessés en défense, et offensivement, c'est vrai que ça roule très bien. Goff a fait peut-être 1 ou 2 matchs très mauvais, surtout quand il a fait, il me semble, 4 ou 5 interceptions. Mais il a fait quand même des matchs extraordinaires, notamment celui où il a lancé 18 sur 18. Hein. C'est assez rare pour le souligner d'un match parfait. D'ailleurs, un autre qui a fait presque un match parfait, c'était Kurt Warner, pour faire liaison entre les thèmes. D'un autre côté, on a quand même Minnesota, que tout le monde avait enterré, avec tous les blessés, et au final, font une excellente saison. Je tire mon chapeau à Sam Darnold, qui a prouvé à tout le monde,
et qu'il avait tout à fait les compétences pour être un quarterback NFL, c'est pas parce que tu commences ta carrière aux Jets avec Ryan Griffin, Robbie Anderson et Jamison Crowder que tu vas réussir à être très loin dans la vie. Donc voilà, là il est beaucoup mieux coaché. Kevin O'Connell est un excellent coach, il faut le souligner. Justin Jefferson, Jordan Addison, on a des vraies armes, ça tourne très bien du côté de Minnesota. Et voilà, quoi, c'est quand même une très très belle équipe globalement. De l'autre côté, on a quand même les Lions qui sont aussi une très bonne. Jameson Williams, à quel point Ben Johnson, on dirait qu'il s'amuse quand il call ses jeux, je trouve. On dirait qu'il va sortir tous les jeux, un triplé ou un on-line qui fait une passe ou n'importe quoi. Tout ce match donne envie. M'a donne envie de regarder de la NFL. On disait en début de saison que c'était un peu sobre, un peu chiant. Là, vraiment, depuis que les Lions et les Vikings ont explosé, c'est génial. J'étais pas aussi excité de voir ce match que hier que quand j'ai vu Texas et Arizona State. Quel match! C'était beau. C'était magnifique. Maintenant, c'est avec Lions, ils enchaînent les blessures. David Montgomery, il me semble qu'il est out. C'est pas facile de ce côté-là, mais ils arrivent toujours à s'adapter. Mais ça va être un très très grand match. Ça se joue à Détroit, donc c'est quand même un petit avantage pour les hommes de Campbell. Maintenant, je vous avoue que si les Rams peuvent finir 4e et que les Lions, après avoir accueilli Matthew Stafford, vont chez Matthew Stafford, là, on est au summum du cinéma. Là, on est dans un film d'action. C'est incroyable. Non, mais tout ça pour dire que c'est le match à voir. Bon, c'est le soir, c'est chiant, mais s'il y a bien un match de NFL à regarder, c'est bien celui-là. J'espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes. C'est quand même mérité, Green Bay Minnesota qui a été globalement un bon match. Voilà. Je chiale, putain. Pardon, ça me totalement Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit et toute l'émotion emmenée par Scooby. Je dois amener mon mea culpa là où je voyais des Vikings un peu avec une fiche flatteuse. Ils ont été plutôt très bons la semaine dernière. Ils ont confirmé leur statut au final. Un bilan, ça se mérite. Et là, effectivement, ils ont prouvé qu'ils étaient là. Et on n'a pas beaucoup parlé du match aller, mais le match aller était quand même vachement intéressant entre ces deux équipes. Une rencontre qui se termine sur le score de 31-29 avec, si je ne dis pas de bêtises, un field goal à la dernière seconde pour donner la victoire à Détroit. Il y avait eu un très beau comeback de la part de Minnesota. Détroit avait été assez décevant dans ce 4e quart-temps. Ils avaient un peu relâché la pression et ça aurait pu coûter cher. Donc voilà, match très très intéressant. J'ai tendance à croire que effectivement les Lions, grâce à leur expérience et peut-être leur équilibre en règle générale, pourraient s'en sortir dans cette rencontre, mais ça va être spectaculaire. J'ai tendance à dire qu'on a beaucoup plus à perdre du côté des Lions que du côté des Vikings, qui était peut-être pas attendu non plus avec un bilan de 14-2. Donc la pression du côté de Détroit. On arrive en grande forme du côté des Vikings après avoir fait le plein de confiance la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'on risque de voir du très beau spectacle et c'est des équipes qui pourraient éventuellement se retrouver en play-off, qui sait. Last but not least. Alors en effet, c'est un match qui est assez intriguant et je pense que c'est intéressant aussi parce que c'est le symbole de deux. Scooby en parlait d'un des deux a raison en introduction de ce match, mais c'est vrai que c'est le duel entre deux des assistants coach, je trouve, les plus performants cette saison, à savoir Ben Johnson et Brian Flores, qui ont vraiment porté énormément leurs escouades respectives, même si bien entendu c'est pas mettre de côté la défense de Détroit ou l'attaque de Minnesota, bien au contraire, mais je pense que ce match-up forcément va être la clé parce que je trouve encore une fois que cette équipe de Minnesota, elle est extrêmement vaillante, elle s'est battue jusqu'au bout et si elle est première de conférence, ce sera clairement pas un scandale vu qu'ils auront été dans tous leurs matchs. C'est vrai qu'on dit souvent ils remportent beaucoup de matchs avec peu de points globalement, mais ces matchs-là, ils les gagnent toujours. Je veux dire, ils affrontent quand même une équipe de Green Bay qui a un bon bilan cette année et ils les battent 2 fois. 2 fois en plus de manière assez convaincante, malgré des fins de match pas toujours excellentes. Oui, ils ont perdu le match aller, mais ils n'ont pas été ridicules, notamment avec un début de match qu'ils avaient dominé. Ce qui m'embête peut-être un petit peu avec cette équipe de Minnesota, en tout cas sur ce type de configuration, c'est que autant on a une équipe de Détroit qui, comme le rappelait Scooby, est capable
en attaque d'installer un certain rythme, de pouvoir un petit peu varier justement le tempo, alors que du côté de Minnesota, je trouve qu'offensivement, on est encore un peu dépendant de cet excès de verticalité par moment, cette volonté de vouloir s'appuyer sur le gros bras de Sam Darnold et sur l'aptitude à faire briller des receveurs qui ont le talent qu'ils ont. Mais c'est vrai que ça me paraît, sur certaines séquences, si tout ne tourne pas dans le bon sens, ça peut en effet donner confiance à cette équipe des Lions. Et c'est là où je me dis qu'offensivement, Détroit peut quand même faire une petite différence. Voilà. Il y a aussi ce backfield défensif, ou en tout cas les extérieurs, qui m'inquiètent un peu du côté de Minnesota depuis le début de la saison. Au moment de croiser Amon-Ra St. Brown et Jamison Williams notamment, ça peut quand même poser quelques problèmes, même si on sait qu'ils ont un gros groupe de safety notamment. À la longue, je me dis que comme au match aller, ça va pas jouer à grand chose, mais ça peut tourner à l'avantage de Détroit, même si voilà, il y a ces petits problèmes de blessures assez récurrents en fin d'année. Je pense que c'est quand même très bien pour eux de se dire. Je pense que c'est presque le meilleur scénario pour eux d'être toujours dans le coup en fin de saison régulière, malgré les bobos qu'ils ont eus, parce que au moins, même s'il y a une bye week pour le premier de conférence, il n'y aura qu'une seule semaine de repos et pas 15 jours où on laisse tout le monde se reposer et on arrive face à une équipe qui est totalement dans le rythme. Donc c'est pas plus mal, et je vois quand même Détroit, à l'issue de cette belle saison, réussir à damer le pion de Minnesota et finir premier, ce qui serait quand même assez logique vu le contenu global de cette saison régulière. Ce qui inquiète un peu les Chiefs, ce que tu disais, parce que les Chiefs auront vraiment 2 semaines de vacances pour le coup. Ouais. Il y a certains fans des Chiefs qui s'en inquiètent, parce qu'effectivement, un trou comme ça, c'est pas anodin. Et là, pour le coup, comme tu le dis, pour ces deux équipes, elles n'ont pas du tout de ce trou-là, même si il y en a une des deux qui sera en vacances la semaine prochaine. Quelqu'un d'autre qui tapote comme un malade là? Excusez-moi, c'était moi. Prépare le sujet. Là, je te sors des joueurs. Non, blague à part, ça montre quand même Détroit, parce que voilà, on fait des blagues et tout, mais s'il y a bien une équipe, une franchise qui est ressuscitée, je veux dire, Détroit, bon, ils n'ont pas été si mauvais, mais il faut quand même pas rappeler qu'avant l'année dernière, ils n'ont pas gagné un match de playoff depuis 93, il me semble. Donc il y a presque 30 ans, voire 30 ans en fait. Mais avec Kramer. Voilà, je ne sais pas s'il y avait encore Barry Sanders. Oui, s'il y avait Barry Sanders. Voilà quoi. Donc il y avait c'était très très compliqué. Comme quoi, rien n'est définitif en NFL, et quand on fait les choses bien, on peut progresser. Voilà. C'est un petit scud pour un peu de près tout le monde. Bon, merci messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette saison. La prochaine fois qu'on se reverra, ce sera pour les playoffs. Donc là, le format de l'émission va un petit peu changer. Ça va être un peu plus sympa, ça va être un peu différent. Ça va être plus facile pour choisir les matchs. Sinon, ce soir, Notre-Dame Georgia. Notre-Dame Georgia. 22h. Voilà. J'annonce l'upset. Et si comme moi vous voulez pas... Upset de qui? Parce qu'on va rien parler un peu français. Upset de qui? On sait pas trop l'upset de qui. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, n'exagérez pas, messieurs, quand même. Et si vous ne pouvez pas... Un peu de respect pour Georgia, s'il vous plaît. Allumer la télé, mettre du son. Vous pouvez toujours voir les agacements publics d'Olivier Rival sur Facebook, qui vous dira ce qu'il pense du match. Non? Ah non, c'est que il est rarement agacé sur la NCAA quand même. Hein. Non, bah écoute, non, je suis pas du tout agacé sur... Si tu savais où est-ce que je publie ailleurs, tu verrais un type agacé, mais là, non. Sur Facebook, je suis une patte. Il est content, en plus, Penn State est en demi-finale, il est content. Tout à fait, mais alors c'est dommage parce qu'ils ont joué contre Boisé, que j'adore aussi, donc c'était un déchirement, ce match. J'ai appelé Boisé. Mais ça s'appelle Boisé. Je me suis fait chambrer pendant des années, mais Boisé reste Boisé. Ça s'appelle Boisé parce que c'est du français, Boisé. Ça s'appelle Boisé parce que c'est en français normalement. Et ouais. C'est les trappeurs français qui ont créé Boisé. Du coup, tu dis New Orléans? Non, mais je dis Boisé. Et ça devrait s'écrire avec un accent. Du coup, c'est la deuxième partie de l'émission, c'est ça? J'ai choisi les 4 matchs NCAA, si tu veux, Rico. Moi, on va dire au revoir aux gens et on va continuer entre nous. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Salut. Au revoir.